pour continuer. Monsieur le ministre, je vous félicite pour l'augmentation de près de 100 millions de dollars des montants versés en indemnité aux personnes de victimes d'actes criminels. C'est une très bonne nouvelle. Puis on en a déjà discuté, vous et moi. Par ailleurs, si on enlève cette augmentation d'à peu près 100 millions des indemnités, il n'y a rien d'autre pour l'administration de la justice. Alors que l'inflation au Québec était de 2,4 % en 2024, le budget ou les crédits pour la direction des poursuites criminelles et pénales, moins 0,6 %. Le budget, ou plutôt les crédits pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, moins 0,8 %. La Commission juridique, moins 2 %. Le programme d'administration de la justice, moins 3,5 %, incluant une baisse de 21 % pour le volet affaires juridiques, législatives et accès à la justice. Monsieur le ministre, les compressions ou les gels qui n'existent pas, supposément, au sein du gouvernement de la CAQ, ont l'air d'avoir affecté durement le ministère de la Justice. Bien, Monsieur le Président, salutations au député de Jean Talon. Dans le budget, on a 24,6 millions de dollars, je pense, notamment pour l'implantation du tribunal unifié de la famille. On a également une base budgétaire qui est rehaussée par rapport aux années passées, notamment pour couvrir les augmentations de salaire qui font suite, notamment au cas des juristes de l'État qui a été réglé, notamment suite au rapport de M. Chambernand. Et on a eu une croissance du budget sans l'IVAC, donc de 4,6 % en 2022-2023, en 23-24, 5,2 %, en 24-25, 7,1 % puis en 25-26, 4,4 % d'augmentation du budget global sans l'IVAC. Page 15-4 à 15-10 de vos crédits. Alors qu'il y a une inflation de 2,4 %, il n'y a aucune augmentation pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, aucune augmentation pour la Commission des droits, aucune augmentation pour la Commission des services juridiques. Voulez-vous bien me dire comment ces gens-là, qui tiennent déjà le système de justice à bout de bras, avec pas assez de ressources, ce que vous leur dites, c'est là, vous ne pouvez même pas couvrir les frais d'augmentation du coût, de l'augmentation du taux d'inflation. C'est ça que vous leur dites. Alors, Monsieur le Président, au cours des dernières années, le budget du ministère de la Justice est passé de 19-20 de 1,04 milliard à 1,89 milliard. C'est 800 millions de plus. On a un nombre de procureurs record au directeur des poursuites criminelles et pénales. On a rajouté des services, notamment offerts par la Commission des services juridiques. Alors, les budgets ont augmenté pour le DPCP depuis 2021 de 178,5 à 227,5 millions de dollars. Alors, au cours des dernières années, on a eu des bonnes augmentations. On a investi en matière de justice, puis je pense qu'on s'est assuré aussi avec les réformes législatives qu'on a faites, notamment en votre collaboration, de centrer ça sur notamment les personnes victimes. Puis c'est un choix que nous avons fait, puis on assume ce choix-là. Alors, on va continuer de financer adéquatement le système de justice. Bon, mais c'est un gel des dépenses en administration de la justice pour la prochaine année dans vos crédits, ce sont vos chiffres. Maintenant, pour les indemnités versées aux victimes, une augmentation. Par contre, pour le fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles, ça c'est ceux qui couvrent le CAVAC, le FAVAC, etc., je vois à la page 15-12 de vos crédits qu'on passe de 23 millions à 7 millions entre cette année et la prochaine. J'aimerais comprendre ces chiffres-là. Page 15-12 de vos crédits. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'indemnisation, mais que les organisations qui sont chargées du programme, elles, ont moins d'argent? Non, mais tout le volet indemnisation, ça, c'est dans le programme de l'IVAC. Donc, le FAVAC ne fait pas d'indemnisation. Le FAVAC, c'est là où est-ce qu'on transfère les sommes, notamment pour les organismes de soutien aux victimes. Exemple, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels sont financés à 100 % par les sommes du FAVAC.
On a également d'autres organismes qui reçoivent des sommes du FAVAC, mais c'est des fonds de soutien aux organismes communautaires. Je comprends la différence, mais ma question est pourquoi, à la page 15-12, on passe de 23,8 millions 2024-2025 à 7,6 millions 2025-2026? Mais voyez-vous, 22-23, les dépenses FAVAC totales, c'était 41 millions. 23-24, c'était 52,3 millions. 24-25, 60,8 millions. C'est quoi la page auquel 15-12. 15-12. On va juste aller voir la page 15-12 si on peut me la sortir. Mais en termes de dollars net, il y a plus d'argent au cours des dernières années. Bon. J'aimerais peut-être avoir une réponse à cette question-là, ce qui explique de 23,8 à 7,6. Oui. À 15-12. Puis, n'oubliez pas que là, avec l'adoption du projet de loi 48, la loi modifiant le code de la sécurité routière, et le 54, on va pouvoir augmenter les revenus du Fonds Accès Justice, lui, celui qui est en matière civile, puis du FAVAC, parce qu'avec les radars photo, on augmente la contribution, puis vous vous souviendrez, on le fait dans le 54, on augmente la contribution associée au constat d'infraction. Donc, la partie du FAVAC puis la partie du FAGE. Question à approfondir. Services de première ligne, vous-même avez beaucoup insisté sur le fait que l'éducation puis les services de première ligne vont aider à désengorger les tribunaux et à réduire les délais judiciaires. Or, quand on regarde vos crédits, notamment la page 92 des renseignements particuliers de l'opposition officielle, on voit que le nombre de services d'information juridique offerts par les centres de justice de proximité ont vraiment beaucoup diminué entre les 2 dernières années. Bas-Saint-Laurent de 2280 à 1800, Gaspésie de 1500 à 900, Grand Montréal de 7400 à 6000, Québec de 4200 à 3700, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi et comment on fait pour éviter justement l'engorgement des tribunaux avec une meilleure éducation des gens si on diminue le nombre de services rendus? Mais là, je comprends la question du député Jean Talon parce que, avec l'entente qu'on a eue avec le barreau et la Chambre des notaires pour le fonds d'études juridiques du barreau, puis le fonds de la Chambre des notaires sur les comptes en fidéicommis, c'est 80 millions de dollars qui vont être investis, puis ça va se détailler en 3 programmes. Le premier, c'est sur l'appel à projet du FAGE, donc on va passer de 150 000 à 2 millions. Ensuite, les centres de justice de proximité, ils vont engager des avocats, puis ils vont être directement dans les palais de justice, un peu comme de la justice vers les citoyens, pour offrir des conseils, des avis, de l'information juridique directement en palais. Je donne un exemple. À Montréal, le centre de justice de proximité, il est juste l'autre bord du palais, puis ils n'ont pas de rendez-vous, puis ça rentre tout le temps. Donc, on va mettre les avocats directement au palais. Puis le troisième volet de l'entente qu'on a fait aussi, c'est le fait d'avoir des avocats dans les organismes communautaires. Fait que ça va multiplier les interventions pour la population en termes d'accès à la justice, puis on va aller sur le terrain. Organismes communautaires, palais. Puis l'idée avec ça, c'est plus les gens vont être mieux renseignés, bien, plus ils vont en connaître sur leurs droits, mais plus aussi ils vont être mieux préparés devant la Cour. Aussi, fait que c'est vraiment, je remercie les ordres d'avoir collaboré avec nous. Bon, donc vous avez peut-être, l'ébauche d'une solution ici, mais on constate quand même qu'il y a une diminution importante pour l'instant des services offerts par les centres de services de proximité ou les services d'information juridique. Il y a aussi une augmentation des délais moyens par district judiciaire pour avoir une audition. Chambre civile de 216 à 232 jours. Chambre criminelle de 304 à 305 jours. Ça, c'est un peu moins important. Chambre pénale, délai médian des causes pénales réglées de 150 jours à 155 jours. Donc, est-ce que vous atteignez vos objectifs? Est-ce que vous trouvez ça inquiétant? Est-ce qu'il y a une stratégie pour renverser la tendance? Juste pour revenir sur les centres de justice de proximité, là, on en a ouvert 3 de plus. Donc, les effectifs, ils n'ont pas diminué, mais ils ont plutôt augmenté. Puis, lorsqu'on parle des interventions, on ne mesure pas la qualité ou la durée de l'intervention non plus. Ça, c'est important de le dire. Fait il y a en termes de volumétrie, mais il y a en termes de temps également qui est passé. Fait faut juste nuancer cela. Pour ce qui est des délais, on essaye
vraiment, par les différentes mesures législatives, de donner de l'air au système de justice. Vous l'avez vu avec les différentes initiatives, que ce soit en matière civile, en matière familiale, en matière criminelle et pénale, d'avoir des solutions alternatives pour décharger les tribunaux. On s'en va dans le bon sens, en partenariat avec la magistrature, avec l'ensemble des intervenants du système de justice. Est-ce que je suis satisfait? La réponse, c'est non. On est sur la bonne direction, mais comme je le disais au député de Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est pas le ministre qui fait les rôles, qui assigne les juges, qui fixe les horaires. Alors, nous allons au maximum de notre capacité dans notre cadre. Je comprends que le ministre nous ramène dans un film dans lequel on a déjà joué, là, lui qui se dispute avec la magistrature, mais très bien. Arrêt de procédure. Parmi les 73 demandes d'arrêt de procédure qui ont été obtenues par la défense, il y en a 42 dans le district de Saint-François. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le district de Saint-François? Je note aussi que le taux d'utilisation des salles dans le district de Saint-François, à Sherbrooke, qui est de 50 %, ce qui est d'ailleurs un taux assez moyen, mais il y a des endroits où c'est pire que ça. Alma, 22 % Amos, 20 % Amos, il y a deux nominations, il y a 2 postes vacants depuis longtemps. Alors, quelle évaluation fait le ministre de ces situations-là, d'abord dans le district de Saint-François? Alors, dans le district de Saint-François, on a eu un arrêt de maladie pour 3 mois d'un membre de la magistrature. Cela étant, on a comblé 2 postes en matière criminelle au début, en 2024, 25, 2 criminalistes qui ont été nommés. Février 2024, les 2 nominations à Sherbrooke. Donc, ça fait en sorte d'augmenter le nombre de journées d'audience. Puis là, ça dépend aussi des dossiers qui sont fixés par le DPCP. Vous savez, on était dans une situation particulière avec le changement de ratio. Parfois, le directeur des poursuites criminelles et pénales se retrouve confronté à une situation de sauver certains dossiers parce que d'autres sont déjà hors délai. Alors, chaque nollé est un nollé de trop, comme chaque arrêt de procédure est un arrêt de procédure de trop. Mais face à la situation qu'on a vécue antérieurement, parfois, on se retrouve encore avec des situations, notamment dans le Nord, où il y a eu davantage d'arrêts de procédure. Merci, M. le député.